Coucou les gens, ça va? Donc du coup, comme promis, et pile à l'heure quasiment, je suis là pour le direct pour répondre à toutes vos questions sur les centres en CP. Déjà pour commencer, est-ce que tout le monde m'entend? Parce qu'en fait, j'ai une trachéite, donc je peux pas parler super fort. En plus, il y a mes enfants qui dorment. Donc je tiens déjà à m'excuser pour les cannes de tout qui auront lieu pendant ce direct. Ah, il y a mon chéri qui regarde. Coucou, les enfants sont couchés, tout va bien. Euh, donc ouais, tout le monde m'entend. Parfait. Alors bah écoutez, vous m'avez envoyé plein de questions par mail et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce direct, c'est parce que répondre à tout le monde par mail c'est quand même un petit peu chaud pour moi maintenant parce que ben j'en reçois beaucoup, notamment depuis l'article qui est paru sur Eduscol et ça a pris une ampleur assez importante à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et bah, tant mieux, c'est cool, je veux dire, c'est cool pour vous, c'est cool pour les élèves, moi je suis contente. J'espère que vous aussi. Et donc voilà, le direct c'est quand même plus simple pour moi niveau timing pour répondre à tout le monde. Parce que c'est pas que j'ai pas envie de vous répondre par mail, de toute façon vous voyez bien, je réponds à tout le monde. Et enfin en tout cas j'essaye de le faire le plus vite possible en tout cas. Et mais voilà, j'ai pas assez de temps quoi. Comme tout le monde, la fin d'année, il y a les livrets, il y a les sorties de fin, les sorties scolaires et tout. Donc voilà, le temps n'est pas extensible pour moi. Alors du coup, les questions que j'ai reçues sont très diverses et variées. Donc je vais commencer par celle qui est revenue le plus souvent concernant les centres au CP, c'est est-ce que tu démarres comme ça dès le début de l'année? Est-ce que tu démarres avec des centres, les CP lâchés en freestyle dans la classe pour faire leur centre? La réponse est non, moi j'ai pas démarré comme ça. Calme de tout. Euh, Pourquoi j'ai pas démarré comme ça? Parce que ça me semblait un peu compliqué, surtout que moi, quand j'ai commencé les centres, je savais pas trop où j'allais aller. J'ai ma petite tasse de mamie pour ma gorge. Mais je préfère commencer doucement, déjà parce que je pratique les centres, mais aussi la classe flexible. Et donc les enfants, quand ils arrivent au CP, déjà c'est pas une salle de classe comme ça à laquelle ils s'attendent en fait. Ils sont super déçus quand ils arrivent chez moi au départ. Ils m'ont dit cette année, les maîtresses, elles sont où les tables et tout ça. Donc, je me suis dit, ça va être un peu tendu parce qu'eux, ils s'attendaient vraiment à être en rang d'oignon parce que c'est l'image qu'ils ont de la grande école, quoi. Donc, je leur ai dit, mais non, vous verrez, ça va être cool. Voilà. Et, dans un premier temps, du coup, je leur explique dès le premier jour qu'on va travailler en demi-classe, que je vais prendre que la moitié des enfants et que l'autre sera seul, en autonomie. Et qu'ensuite, quand le petit minuteur, j'ai un minuteur sur le tableau qui indique le temps qui reste, et quand le minuteur sonne, on échange les groupes. Donc ça, par contre, je le fais dès le premier jour, je leur explique tout de suite. Après, ce qui varie, c'est les centres. C'est la première semaine, la première et la deuxième semaine, j'ai pas fait de centre du tout. En fait, un créneau de centre, c'était une activité, mais la même pour tout le monde. J'avais mon groupe en U et j'envoyais les autres s'installer aux places flexibles, mais je leur donnais la même activité sur une fiche au départ. C'était des activités de graphisme, des activités de réinvestissement de maternelle, qui en plus me permettaient de faire un bilan de début d'année, de voir où ils en étaient. Donc il y avait des activités de graphisme, des activités de maths, c'était vraiment des choses qu'ils doivent savoir faire en fin de grande section. Donc je leur faisais faire en autonomie, comme ça je voyais de quoi ils étaient capables tout seuls, et après je récupérais les fiches et puis je me faisais ma petite idée. Donc ça c'était la première semaine, la même activité pour tout le monde, mais à chaque créneau l'activité changeait en fait. Première, deuxième semaine, moi j'ai fait comme ça. Après, troisième, quatrième semaine, là j'ai commencé à mettre plusieurs activités sur la journée. C'est-à-dire je leur mettais des bacs avec des activités pour 4-5 élèves là par contre. Et je leur disais, vous avez toute la journée pour faire ces activités-là. Vous les faites pendant les temps d'autonomie, comme vous voulez. Mais il y avait trois activités. Pendant 2 semaines, tous les jours, du coup. Comme ça leur permettait de, une fois qu'ils avaient pendant les 2 premières semaines découvert la classe flexible,
après, ils pouvaient se concentrer sur le fait de faire des centres, de se concentrer sur les activités à réaliser. Parce que voilà, le but en fait premier que j'ai voulu faire, c'est les laisser découvrir les places flexibles qu'ils ne connaissaient pas. Les 2 premières semaines m'ont permis de leur faire des activités assez simples qu'ils savaient faire et qui les ont mis du coup en confiance avec le CP. Et, et eux, au lieu de se concentrer vraiment sur l'activité, parce qu'ils savaient déjà faire les choses normalement, ils pouvaient se concentrer sur les places flexibles. Et à la fin de ces 2 semaines-là, on a mis en place les règles des places flexibles, en disant voilà, sur les ballons, on doit se tenir comme ça, sur les galettes, voilà, on a mis en place les règles d'utilisation des places. Et 3e, 4e semaine, une fois que les places étaient assimilées, les règles aussi, on s'est concentré sur, sur les centres. Voilà. Sur le fait que sur mon temps d'autonomie, j'ai plusieurs activités à réaliser, je dois me gérer tout seul. Et donc plutôt que de leur donner direct sur une semaine, je préférais vraiment leur donner sur une journée pour que ils commencent un petit peu à s'organiser sur le temps. Parce que leur dire au CP dès le début d'année, vous avez la semaine pour le faire, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'ils n'ont aucun repère temporel, ils n'arrivent pas du tout à se faire à l'idée que il leur reste tant de jours, il leur reste tant de créneaux d'autonomie, c'est pas possible. Alors que sur la journée, ils savent que ils ont la pause, ils ont la récré, ils ont la pause de midi, et puis ensuite il faut qu'ils aient terminé parce que on rentrera à la maison. Donc voilà, sur 2 semaines on faisait ça. Et du coup, à partir de la 5e semaine, donc au bout d'un mois d'école en fait seulement, et vous pouvez reporter à la 2e période, hein. Après, moi, ce que je vous dis, c'est ce que moi j'ai fait, mais en aucun cas, c'est parole d'évangile, hein. Il ne faut pas le suivre à la lettre. C'est-à-dire que moi, j'ai fait comme ça parce que c'est ce qui me convenait. Après, à vous de voir par rapport à vos loulous, à ce que vous avez envie de faire aussi, si vous avez des places flexibles ou pas. Voilà, c'est juste un témoignage, hein. Je ne vous dis pas, faites comme ça. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Non, loin de là, parce que je me suis pris des murs moi aussi. Et, et donc là, seulement à partir de la 5e semaine, j'ai commencé le tableau de programmation qui est expliqué sur le blog. Voilà. Alors, tu n'avais jamais le souci d'enfants qui ne réalisaient pas les activités dans la journée? Si, effectivement, j'ai eu ce problème. Et du coup, pour marquer le coup, je leur comptais rose. En fait, j'ai plusieurs couleurs. J'ai vert, bleu, orange, rose. Et rose, je le mets quand vraiment c'est pas acquis ou que le travail n'est pas fait. Et donc c'est considéré comme pas fait. Et moi je leur dis que du coup sur le papier que je remplis, qui est sur le tableau, sur la fiche de suivi, c'est affiché rose quoi. Et en fait au bout de 3-4 roses, qu'ils se rendent compte que papa et maman ils vont voir qu'ils ont eu rose et qu'ils n'ont pas travaillé parce que de toute façon les fiches de travail elles repartent à la maison. Si elles sont vides quoi. Et ils ont vite compris qu'il fallait un petit peu se mettre au travail. Parce que j'ai eu aussi le cas d'élèves qui étaient au centre, mais au lieu de faire leur centre, ils restaient comme ça et puis ils écoutaient ce qui se passait à la table en U. Et en fait, ils se sont vite rendus compte que comme ils écoutaient ce qui se passait à la table en U et qu'après ils refaisaient la même chose, ils avaient perdu du temps sur leur centre et c'était pas validé. Donc ils étaient fortement déçus. Je vais avoir des CP à 12 l'année prochaine. Est-ce que tu conseillerais plutôt de faire 6 élèves dans le U dirigé et 7 dans les centres d'autonomie et vice-versa, ou plutôt tous dans le U et tous en autonomie? Alors, moi, je te conseillerais, moi si j'étais toi, hein, j'en prendrais 6 et 6. Je coupe en deux. Parce que justement, quand ils m'ont contacté pour faire l'article EduScol, là, où ils ont demandé des vidéos, où j'ai fait des vidéos pour les diffuser, c'était l'idée en fait. Et la volonté de prime abord, c'était de diffuser ce fonctionnement pour les CP dédoublés. Et du coup, ça a bien marché vu que j'ai reçu énormément de mails de collègues qui vont avoir comme toi des CP dédoublés. Et moi, je couperai en deux. Parce que c'est vraiment l'avantage de travailler qu'avec un groupe de 6. Là, c'est vraiment possible d'individualiser à fond et d'être vraiment au plus proche des élèves pour adapter au maximum les apprentissages. Donc voilà. Moi, si j'avais un CP à 12, ce qui n'est pas mon cas, hein, je tiens à le préciser, moi quand je dis je fais un U, c'est pas un U de 6, c'est un U de 12 parce que j'ai un double CP dédoublé, j'en ai 24 quoi. Mais du coup, si ça fonctionne comme ça pour 24, à 12, ça doit être le rêve quoi.
D'accord, oui, ça les oblige à s'y mettre dans un cas comme dans l'autre. Merci beaucoup. Bah, de rien. Ensuite, qu'est-ce que j'avais eu d'autre comme question? Oui, en début d'année, comment tu fais pour qu'ils se repèrent dans les centres, etc. Ben, j'utilise des images parce que ben, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai déjà mis les affiches des centres que je mettrai l'année prochaine. Ben, il y a écrit centre de création, centre d'alphabet, de mots, etc. Mais en dessous, j'ai un petit pictogramme. Parce que, ben, effectivement, le problème des CP, c'est qu'ils ne savent pas lire en début d'année. Donc, on ne peut pas se baser sur l'écrit pour donner les consignes, etc. Il faut se baser sur des images. Et donc, je pars beaucoup de ça et j'utilise tout le temps les mêmes. C'est pour ça que ça me prend du temps de me mettre d'accord avec moi-même pour choisir les dessins que je vais mettre. Parce que je veux vraiment que ça soit pertinent pour qu'ensuite ils puissent se repérer tout seuls. Et donc, du coup, ensuite, il y a le tableau de programmation qui a pris place jusqu'à la période 3. Et à la période 3, après on est passé au plan de travail. Ce qui fait qu'il y a une évolution dans l'année. Il y a eu d'abord les semaines où c'était imposé. Ils n'avaient pas trop le choix, ils faisaient ce que je leur demandais. Donc là, ils n'avaient pas trop d'autonomie, on va dire, à gérer. Ensuite, il y a eu le tableau de programmation où là, c'est des petites étiquettes qui ne peuvent pas bouger. C'est moi qui les installe, ils ont juste à suivre ce qu'il y a dessus. Il y a les petits dessins, ils ont qu'à regarder le dessin du tableau de programmation, ils cherchent où il y a l'affiche et ils savent où aller. Et ensuite, il y a le plan de travail où, à partir de la période 8, 3, période 4, où là, ben, ils savent déjà lire. Et donc, quand je fais les consignes, je veille à ce que ce soit des termes qu'ils sont capables de lire, quoi. J'avais un CPC1 avec seulement 6 CP cette année et 8, c'est top. Voilà, merci. Coucou, il y aura le replay? Oui, parce que si je me vautre pas comme la dernière fois, je vais réussir à l'enregistrer, à le mettre en replay et peut-être même à le mettre sur YouTube. Mais pour ça, il faudrait vraiment que je ne plante pas à la fin du direct quand il faut appuyer sur le petit bouton. Je vous promets que je vais me concentrer. Rappelez-le moi avant que je quitte. Il n'y a pas de problème. Comment mettre en place les centres spécifiques en CP? On pensait fonctionner en ceinture par compétence selon les domaines, mais sans table estampillée par domaine. Alors du coup, moi, les ceintures de compétences, je ne procède pas comme ça, donc je ne peux pas trop te conseiller. Mais, mais oui, des centres spécifiques, oui, c'est ce qu'on a dans les... Enfin, c'est ce qu'on a. Oui, mes collègues et moi, c'est ce qu'on a dans les classes. Et après, oui, tu peux, au niveau des ceintures par compétences, ce que j'avais lu, là c'est seulement ce que j'ai lu, hein, je ne l'ai pas du tout pratiqué, c'est bah, sur un plan de travail, par exemple, faire figurer les différentes ceintures et puis l'enfant colorie. Voilà, je sais que j'avais lu quelque part, je ne saurais plus te dire où, faudra que je regarde, j'aime le noter. Et si je retrouve, ben je lirai. Voilà. Désolée, là je peux pas aller plus parce que je maîtrise pas trop. Donc, une partie sont en autonomie sur des apprentissages déjà acquis pendant que l'autre groupe apprend un nouveau savoir. Voilà, c'est ça. Alors, au centre, c'est soit du réinvestissement, soit l'approfondissement, beaucoup de manipulation. Et, euh, et parfois, c'est aussi de la découverte. Par exemple, cette semaine, j'ai un centre de découverte où on va commencer les masses la semaine prochaine, les peser avec la balance de Roberval, etc. Et donc, en fait, au centre de découverte, je leur ai mis la balance, et je leur ai mis des trucs à peser, je leur ai donné à chacun une feuille, et je leur ai dit, ben voilà, vous pesez les sachets, donc ils sont estampillés A, B, C, D, etc. Et ils doivent me faire, comme on a vu le plus grand que, plus petit que, ils doivent m'écrire sur leur feuille, bah, j'ai pesé A et F, A est plus lourd que F. On s'est mis d'accord sur ce code-là. Donc ils manipulent la balance, et comme ça, quand on fera en maths les masses, et ben, ça sera plus simple pour eux de se repérer sur les petits dessins vu qu'ils auront déjà pratiqué. Mais là, c'est de la découverte pure au centre. C'est possible. Le tout, c'est bien réfléchir à ce qu'on veut leur mettre, à préparer l'environnement au maximum pour qu'ils ne débordent pas et qu'ils se concentrent sur ce qu'il y a, quoi. Sur ce qu'ils doivent faire en tout cas. Je ne sais pas si j'ai été super claire, mais si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me redire. Tu as mis combien de temps à réaliser tous ces centres d'intérêt? Ouh, longtemps. Non, en fait, avec mes collègues, on a commencé à lire les livres de Debbie Diller, qui est notre nouveau dieu. Ce sont nos nouvelles bibles.
Je l'ai peut-être là d'ailleurs. Voilà. Attendez, je sors ça. Voilà, les livres de David Hiller. On a commencé à les lire du coup, pardon, l'année dernière, il y a pile un an, enfin vers mars, aux vacances de février-mars. Et donc on a commencé tout de suite à se lancer dedans, mais pas dans la classe flexible à ce moment-là, simplement dans les centres. On a bougé les chaises, on a sorti des meubles pour aérer l'espace. Et on a fait une table lecture, une table maths, une table ci et ça, et puis chaque semaine on mettait une autre activité, etc. Mais quand j'ai commencé du coup courant mars l'année dernière, j'ai commencé comme j'ai fait cette année en septembre, c'est-à-dire d'abord j'ai coupé en demi-classe, j'ai travaillé avec la moitié et les autres avaient la même activité. Et donc en fait j'ai fait le même fonctionnement que cette année mais en accéléré. Et là où l'année dernière, je me suis pris un beau mur, c'est que j'ai commencé les centres, on va dire mars-avril, et du coup le plan de travail est arrivé en période 5, et avec les élèves que j'avais, le plan de travail c'était pas du tout envisageable. Là, je me suis pris un beau mur en pleine figure, ils étaient incapables de gérer un plan de travail parce que ça a été trop vite en fait. Cette année, il n'y a pas eu de problème, les élèves, le plan de travail, doigt dans le mur. Mais ça m'a pris du temps. Parce que c'est beaucoup de choses à réfléchir, il faut préparer beaucoup d'activités. Mais maintenant que je suis rodée, ça va. Oh, vous êtes 62. Merci beaucoup pour le replay, de rien. Les ceintures en plein travail, merci, de rien. En CP dédoublé cette année et l'année prochaine, en co-enseignement avec ma collègue, je vais suivre avec grand intérêt ton direct. Ah bah super, co-enseignement. Je... Tu n'es pas la seule. Beaucoup en fait de collègues de CP dédoublé qui m'ont écrit m'ont dit qu'ils étaient en co-enseignement. Et ça, c'est cool. Enfin, j'espère que ça va bien se passer. C'est que j'imagine que ça doit pas toujours être évident de devoir co-enseigner avec quelqu'un. Mais enfin, les personnes qui m'ont écrit sont toutes super motivées. Et enfin, ça me fait super plaisir pour vous. Pour vous. Parce que moi, du coup, j'en aurai toujours 24 l'année prochaine. Tu as vu que David Hiller suit le direct? Oui, ben coucou David Hiller. Les livres de ma wishlist Amazon. Ils étaient longtemps dedans aussi, hein. Faut pas croire. As-tu des astuces pour une classe flexible à moindre coût? J'en ai plein. Alors, en fait, quand on a commencé la classe flexible avec les collègues, une des premières choses que j'ai faites, c'est mettre un mot sur Facebook. Parce que je savais que j'avais plein d'amis ou de la famille qui déménageaient. Et je leur ai dit, avant de dégager vos petites tables basses ou des trucs comme ça, pensez à moi, j'aimerais bien récupérer. Donc j'ai récupéré des tables basses Ikea comme ça. J'ai récupéré des petits tabourets. Ensuite, j'ai scruté Le Bon Coin parce que pour des CP en tout cas, les meubles qui leur vont, en général, c'est des meubles que j'ai achetés sur Le Bon Coin pour 2-3 euros, vraiment, hein. Parce qu'en fait, c'est des parents qui avaient acheté ça pour leurs enfants, puis les enfants ont grandi. Maintenant, c'est has-been d'avoir une table d'Ikea et un tabouret rose. Alors du coup, papa, maman, ils les vendent pour pas cher sur Le Bon Coin pour s'en débarrasser, histoire de faire une super chambre d'ado. Donc, moi, qu'ils leur fassent une chambre d'ado, moi, ça me va très bien de récupérer des meubles, même s'ils ont déjà servi. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Après, il faut aussi, comme les collègues ont fait, moi moins, c'est Emmaüs. Chez Emmaüs aussi, c'est la carrière d'Ali Baba, il y a vraiment plein de choses qu'on peut récupérer pour vraiment pas cher. Je suis désolée, la petite vieille doit reprendre sa fille. Voilà. Donc, voilà, on va dire le bouche à oreille. Faut pas hésiter, hein, maintenant avec les réseaux sociaux, vous pouvez trouver plein de trucs. Et ensuite, Le Bon Coin, Emmaüs, les endroits où vous pouvez vraiment récupérer des choses pas chères. Et ensuite, scruter les grosses promos. Parce que des fois, il y en a. Lidl, par exemple, pédalier, hein. Il y en a plein qui l'ont eu, j'ai vu. Moi, j'en ai pas eu. J'ai fait 3 Lidl, j'en ai pas eu. Je vais mourir. Voilà. Ensuite, je vais regarder un peu les autres questions que j'ai eues. Quelles sont les disciplines que tu fais en temps collectif? Alors, moi, je fais questionner le monde. Parce que, en plus, pour questionner le monde, il y a une histoire de décloisonnement chez nous. Donc, du coup, classe entière. L'anglais aussi en classe entière. L'éducation civique et morale. Parce que, bon, là, j'ai un fonctionnement particulier, c'est-à-dire que
l'année prochaine, je supprime mon créneau éducation civique et morale, mais j'en ferai quand même. Parce que dès que quelque chose ne va pas dans la classe, en fait, j'ai l'habitude de tout couper maintenant. De dire stop, on arrête tout, on se réunit, on discute. On fait un petit débat sur pourquoi j'ai coupé la classe, etc. Bon, ça, c'est la gestion du comportement. J'en parle aussi sur le blog. Mais du coup, ben, en période 1, j'en fais souvent. Et du coup, j'explose le quota d'éducation morale et civique. Donc après, voilà quoi. J'ai fait mes heures sur l'année largement. Et j'en ai même fait plus que ce qu'il faut. Euh, et l'EPS. Parce qu'il n'y a pas trop de choix et que ça ne se passe pas dans la classe en général. Même s'ils bougent et qu'ils font la classe flexible, le PS en général, c'est pas dans la salle de classe. Donc ça, c'est les disciplines que je fais en temps collectif. Alors, il y a eu des nouvelles questions, donc je remonte un peu le film. Comment fais-tu pour différencier dans tous tes centres? Alors, ça dépend des activités. Quand c'est de la manipulation, en général, la différenciation, c'est... Il y en a moins besoin, on va dire, parce que la manipulation parle déjà, on va dire, à tous les élèves, en fait, qui soient bons ou qui soient en difficulté, ça marche. Après, quand c'est des histoires d'exercices sur fiche, là, il faut faire varier la fiche, l'exercice, comme on fait en fait on va dire dans une classe ordinaire, quand on donne un exercice, faut l'adapter, il faut le différencier à l'élève. Là, j'ai pas trop de secrets, parce que ça dépend énormément du profil de classe aussi. Voilà. Par exemple, ça peut aller pour la lecture. Là, cette semaine, ils avaient un texte de lecture à enregistrer au dictaphone. Ils avaient le même texte, mais selon les élèves, ils n'avaient pas la même quantité à lire. Voilà. Ceux qui avaient la plus petite quantité, ils pouvaient lire plus. Je les en empêche pas du tout. Mais je marque un truc en disant, il faut que tu lises au moins jusque-là. Voilà. C'est des petits repères comme ça qui se mettent assez vite en place et auxquels les gamins adhèrent assez rapidement. Les élèves pédalent en même temps qu'ils font leur atelier. Ben je sais pas, j'ai pas réussi à en acheter un. Mais ouais, c'est l'idée, voilà. Les plus énergiques. Parce qu'en fait, la classe flexible a commencé l'année dernière en cours de période 5, parce que j'avais un élève qui n'arrêtait pas de gigoter, qui était incapable de tenir 2 minutes en place sur sa chaise, qu'il soit au U ou au centre. Et du coup, j'en ai marre, j'ai cherché des idées un peu partout, et c'est là que je suis tombée sur les blogs américains de classe flexible. Et en discutant du coup par Instagram avec des collègues américaines et canadiennes, elles m'ont dit d'essayer un ballon. Parce que le ballon, il a ce rebond naturel qui fait que l'élève, quand il s'assoit dessus, il n'a pas besoin de créer le rebond lui-même. Le ballon crée le rebond naturellement. Donc du coup, j'ai foncé à Jiffy, pour pas faire de pub, et j'ai acheté un ballon sauteur. Parce qu'en fait, les ballons de yoga, j'en ai pas trouvé à prix abordable à la taille qu'il me fallait. Donc du coup, un ballon sauteur a fait l'affaire, et ça a été un petit miracle, parce qu'effectivement, une fois qu'il était assis sur le ballon, plus de problème, quoi. Il restait calme, il faisait son travail, c'était impressionnant. Euh, Top, merci. De visage chineuse professionnelle. Oui, je comprends, pareil. Coucou, hello. Coucou tout le monde. Tes deux groupes d'élèves sont fixes ou ils changent en fonction des disciplines? Et ce sont des groupes homogènes ou hétérogènes? Alors, ils sont fixes. Cette année, en tout cas, ils sont fixes. L'année dernière, en fin d'année, j'avais des groupes homogènes. Je ne sais plus parler. L'année dernière, notamment en lecture, j'avais des groupes homogènes parce que j'avais beaucoup d'élèves en difficulté avec la lecture. Donc je faisais un U avec ceux qui avaient plus de mal et un U avec ceux qui avançaient bien. Mais c'était pas le même U pour les mathématiques, par exemple. Mais cette année, en fait, j'ai très peu, je touche du bois, on verra l'année prochaine, mais j'ai très peu d'élèves en grande difficulté scolaire. J'en ai, on va dire, 2 en très très grande difficulté. Et du coup, bah, je ne pouvais pas faire un U avec 2 élèves et un U avec 22. Donc du coup, là, c'est des groupes hétérogènes cette année, pour que je m'en sorte un peu mieux, quoi. Mais des groupes homogènes, c'est possible. Ma collègue, la maîtresse Sève, le pratique quotidiennement. Voilà. Comment évalues-tu les élèves? Je les évalue plus. Ça a été un choc
pour, pour les parents et pour beaucoup de monde, parce que en fait, c'est aussi une question d'ailleurs qui est revenue dans les mails que j'ai eus, notamment des jeunes collègues qui vont aller en CP ou en CP dédoublé, parce que ben, à l'ESP, on apprend qu'il faut faire des séquences, qu'il faut faire évaluation initiale et formative et diagnostic. Et en fait, moi, je ne fais plus d'évaluation euh, sommative. Voilà, l'évaluation qui est à la fin, le papier crayon, je n'en fais plus du tout. Parce que les centres et le travail au U me suffisent en fait à voir l'évolution des élèves. Comme à chaque fois je suis face à 12, je vois comment ils évoluent, j'arrive à dire exactement, ah bah tiens, vas-y, lis-moi ça. Ah bah tu vois, elles sont où? La semaine dernière, t'as pas réussi, mais là, t'as réussi à me le lire, donc hop, je valide. Je vois pas pourquoi je devrais refaire ensuite, dire au gamin, attends, parce que là t'arrives le ou, je vais chercher la fiche qui va bien, tu vas me la faire, et puis je t'évalue après, je te mets la couleur. Non, il sait déjà le faire maintenant, je vais pas perdre doublement de mon temps et lui faire perdre du temps et de la concentration à faire encore une évaluation, alors que ça se voit qu'il sait le faire. Donc du coup, je ne fais plus du tout d'évaluation sommative, seulement des formatives. Et du coup, pour les centres, quand ils me rendent un travail, bah, je fais comme n'importe quel travail, même dans une classe ordinaire, je le corrige, je mets ma petite couleur et ensuite je remplis la fiche de suivi, le livret en fonction, etc. Tes groupes en lecture en maths sont différents, comment les élèves s'y retrouvent, code couleur, étiquette. Euh, les groupes en lecture et en maths, l'année dernière en fait, tu parles quand j'avais des groupes homogènes. Bah en fait, je les appelais parce que l'année dernière, j'étais pas aussi on va dire avancée que maintenant. Et du coup, j'appelais le groupe de lecture A ou B. Et en fait, les élèves, ils savaient que c'était eux, quoi, parce qu'ils voyaient les copains qui venaient. Donc ils ont dit, ah, bah tiens, c'est le groupe avec lequel je suis pour la lecture. Et ils venaient. Mais maintenant, l'année prochaine, vu les élèves qui arrivent et le petit topo qu'on m'a fait sur eux, il va falloir que je repasse certainement à des groupes homogènes, pour la lecture en tout cas. Et dans ce cas, je vais faire groupe A, B, mes demi-classes. Et quand je ferai les étiquettes des élèves, je leur mettrai des couleurs. Par exemple, je vais dire le français, euh, le groupe, on va dire des bons, ça va être les rouges. Et je leur mettrai aussi une étiquette. Enfin, j'arrive pas à expliquer. Il y aura les fiches des gamins. Et j'écrirai français maths. Et je leur mettrai une couleur en dessous. Et la couleur, ça leur dira dans quel groupe ils sont dans le travail dirigé. D'accord. Par exemple, français, je ferai deux groupes, un rouge, un bleu, et maths, je ferai deux groupes, un vert, un violet, par exemple. Voilà, pour se repérer. Et du coup, ça me servira aussi quand on travaillera avec la plus de maîtres que de classe, quand elle viendra chercher des groupes pour travailler, bah, je pourrais dire les rouges, Raus, vous devez aller travailler, faire des problèmes, et moi je garde les autres couleurs, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, je pense que je ferai comme ça l'année prochaine. Cette année, j'ai pas eu à le faire. Mais voilà, l'année prochaine, je m'adapterai en fonction. Et puis, ben, je vous communiquerai la solution que j'aurai trouvée, si c'est une solution, ou même si elle est temporaire, je vous dirai. J'évalue très peu aussi, juste pour rassurer les parents. Ah non, ben, en fait, moi, les parents, dès la réunion de rentrée, je leur ai dit, je n'évalue plus. Je fais en continu, et quand ils arrivent, je le marque. Et ben, c'est bien passé, ils étaient contents, il n'y a pas de problème. Il y en a même qui m'ont dit, ah ben ça va, parce que moi, ça me stressait. Tant mieux. Merci beaucoup pour le direct, ma connexion est pas top, donc je reprendrai sur le replay. Pas de souci. Du coup, tu ne sais pas encore dire si les meilleures performances de tes élèves de cette année sont dues à ton nouveau fonctionnement. Non, justement, c'est ce qu'on disait hier avec les collègues, c'est que pour le moment, on n'a pas assez de recul, en fait, pour, euh, pour, pour dire ça, en fait, parce que ça fait seulement une année complète qu'on le fait, et un petit peu, une année et demie, on va dire. Donc, du coup, il n'y a pas encore assez de, de recul. Je pourrais dire que oui, c'est ça, c'est trop top, et puis ça fait des miracles, mais ce serait faux, parce que j'ai pas les moyens de l'affirmer, quoi. Je suis d'accord avec toi pour les évaluations redondantes à nos observations. Voilà. Mais du coup, comment tu remplis ton LSU?
à la personne, tous sont des compétences différentes de valider. Bah oui, après j'adapte quoi, hein. Si vraiment il y a beaucoup d'écart, cette année c'est moins le cas. Mais l'année dernière, oui, selon les élèves, je n'affichais pas les mêmes compétences. Et c'est vraiment au gamin. C'est c'est vraiment individualisé, différencié, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment selon l'enfant. Un centre égale une activité par semaine. Ce n'est pas eux qui choisissent parmi plusieurs ateliers. Alors, oui, un centre, c'est une activité dans le bac. Et une fois qu'ils ont fait tous les centres, qui sont obligatoires, euh, ils ont la possibilité d'aller rechercher dans les tiroirs les activités qu'on a déjà faites et qu'ils voudraient retravailler. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils font une activité au centre et qu'on l'a terminée, je la prends, je leur montre, bon bah cette activité-là, je la range là. J'étiquette le tiroir ou quoi. Donc ça se trouve dans tel tiroir parce que c'est de la grammaire, donc ça se trouve dans le tiroir de grammaire, c'est l'activité G machin, G12, voilà. Et s'ils veulent la reprendre, bah, ils savent qu'elle est dans ce tiroir-là, ils la reprennent, ils vont la faire et puis ils la rangent. C'est le dit, hein, je prends, je range, quoi. Mais ils savent, vraiment, je leur dis tout. Je leur mens pas, j'essaie de laisser le moins d'interrogations possibles pour qu'ils puissent, dans le but qu'ils puissent vraiment se débrouiller tout seuls et s'auto-gérer, quoi. Pardon. Dans les centres eux-mêmes, tu as plusieurs niveaux, si j'ai bien compris. Différentes manipulations, par exemple, de niveaux différents. Et l'élève choisit le niveau qui lui convient. Ça dépend des centres, mais oui, c'est possible de faire comme ça. Il y a plusieurs niveaux, pour, surtout pour la lecture, pour, on va dire, découvrir, pour le centre de découverte ou pour le centre de motricité fine. Voilà, il y a des centres comme ça où c'est pas utile de mettre plusieurs niveaux parce que on sait que ça devrait bien passer. Et si ça passe pas, ben, on compte aussi sur le fait qu'ils puissent s'entraider et qu'ils soient par deux. C'est le but du jeu, quoi. Mais oui, après, si c'est du travail sur fiche, comme je disais tout à l'heure, c'est possible de faire différents niveaux. Et puis, ben, l'élève, il voit le niveau qu'il peut faire. Ils connaîtront leur couleur chaque fois qu'elle changera ou elle sera figée pour l'année. Non, ça peut changer, puis je leur dis, hein, parce que mes groupes A et B ont changé au cours de l'année, en fait. Mes demi-classes ont changé. Parce que quand j'ai ma liste d'élèves, en CP début d'année, déjà je connais pas leur tête, je connais pas leurs difficultés, même si on m'a dit que machin, lui, il galérait un peu en lecture ou quoi, on va dire, j'ai une idée floue. Parce que en plus, moi, personnellement, c'est mon avis, je regarde pas les livrets scolaires avant d'avoir vu les enfants, en fait. Moi, je préfère récupérer les gamins, les voir comment ils procèdent, et ensuite je me fais ma propre idée. Et si vraiment j'ai besoin, je regarde dans le livret scolaire pour confirmer mon idée et voir comment adapter pour l'élève. Mais j'aime pas me dire, ah ben on m'a dit que celui-là, ça va pas, donc je vais le mettre là, et puis voilà. Non, parce qu'il va arriver dans une nouvelle école, dans un nouveau contexte, avec une nouvelle maîtresse, avec des nouveaux camarades. Donc ça va jouer sur ce gamin, sur n'importe quel gamin qui évoluera peut-être en mieux ou en moins bien. Donc voilà, j'essaye vraiment d'avoir un avis le plus neutre possible. Et donc quand je récupère ma fiche de classe avec ma liste d'élèves en, en début d'année, ben en fait pour faire mes demi-classes, je procède très simplement. Ben, je prends les 12 premiers dans l'ordre alphabétique et je prends les 12 derniers. Et donc c'est mes deux demi-classes, on va dire, de la première, deuxième semaine. Ensuite, j'ai eu le temps de me faire une petite idée et ensuite je rechange les groupes A et B. Et j'essaye de les changer à chaque vacances parce que de toute façon, il y a quand même des petites affinités qui se créent, des petits papotages aussi. Donc c'est pour un petit peu couper l'herbe sous le pied. Tu es toujours en atelier dirigé pendant que les autres élèves sont au centre. Du coup, arrives-tu à te dégager du temps pour les aider sur les centres ou valider ce qu'ils font? Non, je suis tout le temps avec l'atelier dirigé. Désolée, hein, vraiment. Euh, Quand ils sont au centre, ils doivent se débrouiller tout seuls. Ils doivent faire marcher leur petite cervelle, leur petite bouche. Ils sont capables de s'en servir pour bavarder, donc autant qu'ils s'en servent pour quelque chose de plus utile. Et ils doivent aller demander aux copains. Ça, c'est dès la première journée, je leur explique ça. Je leur explique que ben, ils sont 24, que je suis toute seule,
que j'aimerais bien pouvoir tous les aider tout le temps, mais que je ne suis pas Wonder Woman et je ne peux pas me couper en 24 petits bouts, et que même si je pouvais le faire, ils auraient qu'un tout petit bout de maîtresse pour les aider. Donc, il faut qu'ils ils s'entraident. Parce que je leur explique aussi que je sais que là-dedans, ils sont faits comme moi. Ils ont un petit cerveau qui fonctionne très très bien et qui sont capables de s'en servir. Et s'ils sont capables de s'en servir pour eux, ils sont capables de s'en servir pour les autres. Et du coup, ensuite, dans les semaines d'après, on fait beaucoup de débats sur la différence entre aider un copain et lui donner la réponse. Et donc, du coup, on démarre comme ça. Mais non, quand ils sont au centre, je n'interviens pas. Moi, je ne récupère que les productions à la fin que je regarde. Voilà. Mais ce qu'ils ont fait au centre, en général, c'est des activités qu'ils ont fait en travail dirigé et qui sont que du réinvestissement. Le travail dirigé, du coup, se concentre vraiment sur de la découverte, sur de la nouveauté, sauf cas particulier comme la lecture cette semaine, c'est parce que j'ai remarqué quand on a fait le son, enfin la lettre X avec le son X, Z, ça avait posé problème. Donc là, on a refait quelques petits exercices en atelier dirigé pour s'entraîner, pour que je puisse intervenir, parce qu'au centre, je savais que si je leur avais mis au centre, ça allait, désolé, mais ça allait foirer. Donc après, c'est pour ça que je vous disais au début, je ne vais pas vous vendre une solution miracle et ce que je vais vous raconter, c'est pas ce qu'il faut faire absolument, c'est ce que moi je fais par rapport à mes gamins, par rapport à ma classe, par rapport à comment moi je suis, parce qu'on n'est pas, même si on est tous enseignants, on ne fait pas le même travail parce qu'on est tous différents, et donc il faut vraiment adapter à vous, à vos élèves, et, voilà, faire au mieux. De toute façon, on ne pourra jamais faire mieux que faire au mieux. Normal, mais flattez-vous un peu l'ego quand même pour vous encourager. Ouais, allez, c'est parti. Je me jette des fleurs. As-tu un listing de tous tes centres dans l'année à nous faire partager? Non, parce que, ben, comme je disais, ça marche au- selon l'évolution des enfants, en fait. Moi, en fait, mes centres, on va dire qu'ils suivent ma programmation de l'année. Quand je vais faire grammaire sur le verbe, ben, automatiquement, dans la période-là, il y aura au centre d'alphabet et de mots des activités de grammaire qui porteront sur le verbe. Voilà, c'est vraiment en lien avec ce que je fais, en fait, en classe ordinaire, en atelier dirigé. Mais j'ai pas un listing exact avec telle semaine je vais faire ça, telle semaine je vais faire ça. Non, parce que si je fais une séance sur le verbe et que tout le monde a pigé et que je vois que voilà, je leur donne un exercice ou quoi, je revois un petit peu après, ça marche, je vais pas leur remettre pendant une semaine au centre. Je vais tout de suite taper sur autre chose. Donc c'est vraiment très très évolutif. Bonjour, bonjour tout le monde. Obligé de couper le direct, bébé à faim. Ah, pas cool, j'ai vécu ça. Merci beaucoup, beaucoup. J'irai voir le replay. Super. Fais-tu de la DDM en commun avec les deux groupes ou les élèves le font-ils dans les centres? Ils en font un peu dans les centres, parce que j'ai un centre de découverte qui reprend en fait les compétences de questionner le monde. Mais sinon, je le disais tout à l'heure, c'est en classe entière parce qu'il y a, comment dire, il y a cette histoire de décloisonnement. Je fais vivant et espace dans ma classe, mais je fais aussi vivant et espace dans l'autre CP. Et ma collègue, elle fait matière, objet et temps. Donc c'est en classe entière. Zut, j'ai raté le début, bouh. Mais non, je le mettrai en replay. Et peut-être même sur YouTube si je me vautre pas, comme j'ai dit. Tu es toujours en atelier dirigé pendant que l'autre groupe est sur les centres. Ah bah ça je l'ai déjà eu, ou alors je suis remontée trop haut. Tu modélises beaucoup du coup, comme préconisé dans les bouquins, faut que j'apprenne à prendre le temps de faire ça. Oui, ben c'est ça en fait. Passer au centre, c'est, on va dire, c'est bien joli, mais c'est ce qu'on se disait avec les collègues hier, c'est que ça demande un énorme travail sur soi. Parce que quand on a démarré, moi, le bruit, ça m'a fait sérieusement flipper. Je me suis dit, ça va être un carnage. Et, et il faut tolérer le bruit, en fait, parce que bon, une classe ordinaire, déjà, elle n'est jamais silencieuse. Il ne faut pas se mentir, celui qui me dira ça, je pense que il me ment. Mais, mais les centres, ça occasionne un peu de bruit parce que les élèves chuchotent quand même. Pas en ce moment, hein. Je sais pas comment ils sont chez vous, mais moi, c'est des piles électriques. Et du coup, voilà, il faut vraiment accepter de lâcher prise, de prendre du recul, de se placer en position d'observateur, d'accompagnateur, et plus en position de maître suprême de la classe qui transmet. Et il faut prendre le temps.
prendre le temps d'expliquer aux enfants, d'expliciter aux enfants pour qu'ils puissent comprendre où ils vont et qu'ils puissent poursuivre tout seul, quoi. Comme ça, nous, on peut se concentrer sur d'autres avec lesquels on travaille à un moment donné, quoi. Je ne mourrai pas ce soir, je vous promets. En tout cas, pas en direct, j'espère. Et je sais plus ce que je disais, lâcher prise. Oui, non, bon, au pire, ça me reviendra. Je venais de penser à un truc, mais voilà, mon cerveau est fatigué, donc du coup, c'est vite parti, c'est pas grave. J'aurai des CPA12 l'année prochaine et ton mode de fonctionnement me donne envie. J'ai seulement peur de me lancer dedans et de ne pas réussir à m'approprier cette méthode. Bah, et écoute, honnêtement, moi j'ai eu peur. Et quand on a commencé les centres, je disais à mes collègues, moi les CP, ça va être une misère. Je vais essayer, mais enfin, ils sont trop petits, ils n'y arriveront pas. L'autonomie, c'est pas leur truc et ils n'y arriveront pas. Et en fait, je me suis complètement plantée parce que l'autonomie, ils l'acquièrent en maternelle. Il y a déjà des ateliers en maternelle. C'est différent des centres, hein. Parce que les ateliers, ils tournent, voilà. C'est organisé sur la semaine, c'est très très cadré. Mais les élèves, ils ont déjà de l'autonomie, ils en ont un petit bagage, quoi. Et du coup, ils sont pas perdus dans le mode de fonctionnement des centres et ça se met en place très très rapidement. C'est vraiment à l'enseignant à essayer de regarder plutôt que d'acquiescer. En fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que dans un fonctionnement en centre, il n'y a plus un enseignant et 24 élèves. Il y a 25 personnes qui sont capables de transmettre des informations, des savoirs. Et l'enseignant, même si c'est l'adulte de la classe et qui gère, qui maîtrise quand même le tout, parce qu'il faut diriger le collectif, hein, aussi, il faut accepter que des fois, ce soit quelqu'un d'autre qui donne l'information. Si un enfant a compris comment on trouve le verbe dans une phrase, eh ben, pourquoi pas dire, écoute, toi t'as compris, alors voilà, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il a compris comment poser l'addition. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi lui demander à lui. Eh ben, désolé, mais ça soulage aussi l'enseignant. C'est pas que j'ai plus envie de rien faire, hein. Oula, loin de moi cette idée. J'aime quand même bien tout contrôler. Et c'est ça, en fait, que les centres, ça m'a obligée à vraiment lâcher prise, respirer et me dire, ok, non, c'est cool, ça va bien se passer, maîtresse. C'est qu'il faut... c'est que, voilà, les élèves aussi peuvent transmettre des choses. Et en plus, ça les valorise et ils adorent. Du coup, quand tu fais un travail dirigé en lecture, par exemple, les autres élèves vont dans des centres, mais pas forcément de lecture. Non, pas de lecture. En fait, les centres, ils sont tous là dans la classe, et puis c'est va où tu veux, fais ton truc, mais à la fin de la semaine, il faut que tu aies tout fini. Voilà, tu te gères tout seul. Freestyle total. Bien tenté pour le travail en atelier dirigé, mais comme j'aurai un CP-CE1 avec plus de CE1 que de CP, je ne pourrai pas couper la classe en deux. Si, moi je pense que tu pourrais couper en deux. Il te suffirait à la limite de faire des groupes homogènes. Voilà. Tu pars plus sur le fait qu'il soit cloisonné CP, CE1. Pour la lecture, par exemple, tu fais, on va dire, les très bons lecteurs qui sont capables de lire déjà des phrases, des textes, etc. Et ceux qui ont un peu plus de difficultés avec lesquels il faudrait reprendre déjà la phonologie, tout ça. Tu peux essayer de faire des groupes homogènes qui te permettraient d'évoluer et faire des activités différentes. Mais non, c'est possible. Si tu veux plus d'informations sur les groupes homogènes, il faut que tu ailles faire coucou à la maîtresse Sèvres. Elle le fait et je suis sûre qu'elle serait très, très contente de pouvoir répondre à tes interrogations si tu en as. Ce fonctionnement en centre me semble idéal pour des CPA 12. Mais oui, ce serait merveilleux. Mais quel genre d'atelier de grammaire? Car je trouve que les cartes à pince, par exemple, sont trop rapides à faire. Moi, après, ce que, ce que j'ai fait aussi déjà, c'est en fait, je leur redonne leurs cahiers, leur production d'écrit, et je leur demande de retrouver, par exemple, les déterminants ou quoi, ils me les entourent. Ça, j'ai déjà fait. Et après, en grammaire aussi, oui, il y a les cartes à pince, mais tu peux faire... ils peuvent se faire des jeux. Comme ils sont en binôme, tu fais des cartes avec des phrases, et puis, il y en a un qui a la correction et qui lui dit, vas-y, tiens, vas-y, dans ta phrase, retrouve le déterminant sous forme de jeu.
en fait. Ça prend un peu plus de temps et puis ça les oblige à communiquer. Pour certains, ça fait pas de mal. Il y a plein de petites idées, mais voilà, après il faut, faut un peu le temps, on va dire, de fabriquer les choses, ou en tout cas de fouiner sur Internet pour les trouver, parce que Internet, c'est une mine d'or. Et quand ils peuvent choisir leur centre, n'y a-t-il pas de bouchon? C'est-à-dire un centre dans lequel 5 élèves voudront aller? Non. Enfin, au centre de lecture, c'est possible, parce que du coup, je symbolise pas les 2 places. Mais en fait, dans les bacs que je prépare où il y a les centres, je ne mets le matériel que pour 2 élèves. Donc du coup, ils peuvent se pointer à 3, à 4, à 5, ils ne pourront pas faire, il y en a que pour 2. Donc voilà. Et puis à mes centres, il n'y a toujours que 2 places quand ils s'installent l'un face à l'autre ou l'un à côté de l'autre. Donc du coup, ça permet de gérer ce problème de bouchon. Et après, ah oui, on m'avait posé une question aussi, c'est comment tu fais pour gérer les centres? Est-ce que il n'y en a pas qui se retrouvent sans centre, vu que on m'a dit, dans ton emploi du temps, tu as 11 créneaux d'autonomie, mais tu prévois que 7 centres dans la semaine. Et donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est pas parce qu'il y a 11 créneaux d'autonomie que je mets 11 activités. Il y en a 7. Mais les 7, ils vont avoir besoin des 11 créneaux pour les faire, parce qu'il y en a certains qui vont leur prendre 2 créneaux horaires, il y en a d'autres qui vont être plus courtes et ils pourront faire 2 centres sur un même créneau. Donc, en fait, il ne faut pas calculer en emploi du temps, en créneau horaire. Parce que on est trop formaté à ça. Dès la formation SP, IUFM, comme ça dépend de quelle année on est, si on est jeune ou pas. Et on nous dit l'emploi du temps, l'emploi du temps, l'emploi du temps. Sauf que les élèves, au bout d'un moment, ils arrivent à se gérer. Il y en a qui vont réussir à faire un centre très rapidement. Et donc, avant même d'avoir retourné au U, ils vont pouvoir commencer un autre centre. Et d'autres, ils vont avoir besoin de 2 créneaux pour faire leur truc, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais pour démarrer les centres de la classe flexible, quel livre conseillerais-tu en premier? Alors, la classe flexible, il n'y a pas de livre dessus. Il me semble pas. David Diller a fait aménager sa classe, mais c'est pas vraiment flexible, hein, c'est pour l'aménagement spatial dans la globalité de la classe. Pour les centres, moi j'ai démarré avec celui-là, pour le CP, parce qu'en fait c'est que sur des activités de lecture, phonologie, et c'est une mine d'idées, de centres, etc. C'est celui-là que je conseillerais si tu as un CP en tout cas. Voilà. Parce que celui de mathématiques, il est aussi très très riche, mais le programme mathématique en CP, il est quand même réduit par rapport à celui de lecture. Donc du coup, il faut quand même un maximum d'activités de lecture sous le coude, quoi. Enfin, un bruit relatif, pas trop trop fort non plus, oui c'est ça, tympan percé, pas cool. Coucou, je viens juste d'arriver, mais je dois aller coucher ma grande, j'ai tout raté, dis-moi que tu as enregistré. Oui, si je me vautre pas, si je fais pas de bêtises. Moi, j'ai plus de bébé, mais mes garçouilles ont faim aussi. Pourrais-tu répondre à la question dont on a parlé sur YouTube cette semaine? Combien de temps de préparation cela te demande-t-il? Alors, au départ, ça m'a demandé énormément de temps de préparation parce que, avec mes collègues, quand on a décidé de passer à ça, on s'est renseigné auprès de notre hiérarchie pour essayer d'aller voir des classes qui fonctionnaient comme ça. Sauf qu'on nous a dit que ça n'existait pas. Ça, c'était pas du tout mis en place dans le ni dans l'académie, ni dans le pays, quoi. Enfin, ils n'en avaient pas entendu parler. Du coup, on est parti de zéro. Donc, il a fallu tout créer sans rien, quoi. David Diller n'a pas pu venir dans nos classes outre-Atlantique pour venir nous aider à tout aménager. Donc, on a passé des vacances et des week-ends entiers à bouger les meubles, à créer des ateliers, à mettre en place les centres, et ça nous a demandé vraiment énormément de temps au début. Quand on a tâtonné, en fait, parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait, vu que tout ce qu'on avait pu connaître sur le sujet, c'était ce qu'on avait lu et pas des trucs qu'on avait vus. Donc, on s'est pris des murs, on a essayé, on s'est planté, on a repoussé, et puis on a essayé d'aller plus haut. On a tenté d'aller plus haut. Et pour en arriver à ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Mais maintenant, en termes de travail par semaine, ça me demande pas plus de temps en fait qu'avant. Parce que mes séances, enfin, je fais un cahier journal assez rapide. Enfin, je fais pas de fiche de préparation déjà, je fais un cahier journal plutôt détaillé, mais juste cahier journal. Et ensuite, les centres, ils me viennent d'une semaine sur l'autre par rapport à ce que j'ai travaillé avec les enfants et qu'il faut qu'ils réinvestissent pour développer, pour approfondir, etc. Et résultat,
En général, le jeudi, demain midi, je vais préparer mon plan de travail pour la semaine prochaine. Donc ça me prend le temps de midi, et ensuite mon cahier journal, ça me prend le même temps que d'habitude. Mais maintenant que c'est rodé. Donc je vais pas vous dire que ça va être hyper rapide à mettre en place, parce que c'est pas vrai. Parce que le problème, c'est que j'aimerais bien vous aider énormément à mettre tout ça en place, sauf que je ne peux pas me déplacer auprès de chacun et de chacune pour vous aider à bouger les meubles, à réfléchir, mon centre d'écoute, je le mets plutôt là ou plutôt de ce côté-là. C'est des tâtonnements, c'est des recherches qui vont vous demander à vous du temps, beaucoup de réflexion, mais ensuite, une fois que vous aurez pris le pli, ça va rouler. Maintenant, j'ai ma trame de plan de travail, je la remplis, et je sais en fait où je vais. Voilà, maintenant que on a, on a essayé, on essuyé les plâtres, on va dire, maintenant ça roule un peu plus, mais honnêtement, la charge de travail, elle est pas plus importante que dans un fonctionnement ordinaire où il faut, il faut gérer 24 élèves en même temps. Là, on prévoit des séances pour 12 élèves, donc c'est quand même plus rapide à organiser. Et puis, même pour les centres ou pour le travail, pour la manipulation, si c'est de la manipulation au travail dirigé, euh, on a nécessité de préparer seulement 12 lots de matériel à manipuler et plus 24, vu qu'on va en utiliser 12 et après les autres 12, ils vont revenir pour l'utiliser. Donc ça réduit le temps de préparation du matériel aussi. Et même pour les centres, on n'a pas besoin de préparer 24 supports à manipuler. Deux suffisent, vu que dans chaque centre, ils peuvent être deux. Donc on gagne du temps aussi à ce niveau-là et on gagne de l'argent parce qu'on on consomme moins de matériel à l'école. Et de sa poche, hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de notre poche. Et j'ai peur d'être submergée. Oui et non. Après, je veux dire, je vais pas te dire non, tu seras pas submergée parce que je te connais pas. Je sais pas trop comment toi tu réagis, comment tu t'organises, etc. Moi, je sais que maîtresse Sève et moi, on est hyper. Faut que ça soit carré, faut que ça soit organisé. On l'est peut-être trop. Et l'imprévu nous fait flipper. Mais maîtresse Evie et maîtresse Anne, elles sont plus cool. Et donc, du coup, ça équilibre dans notre équipe. C'est pour ça qu'on s'entend bien, vous voyez. Il y a tout le monde, tout le monde agit sur tous. Euh, un tour au Nulis aussi. C'est notre petite maman à tous. Et elle est toujours là pour nous guider. Donc après, si tu as peur d'être surmergé, je ne sais pas comment c'est dans ton équipe. Mais il y a aussi le travail en équipe qui peut être possible. Et nous, ce qu'on a fait beaucoup, quand on a commencé à se lancer là-dedans, c'est ah bah tiens, moi je vais préparer ça, je te le file, je te l'envoie, moi je prépare ça, on a eu la chance d'être plusieurs et de pouvoir s'organiser le travail. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas nier, je ne peux pas négliger, parce que ce serait mentir que de dire que j'ai fait tout toute seule, hein. C'est pas du tout vrai. On était à 3 sur le coup, à 4, à 5, et on n'a pas maintenant, voilà, on est à 5 dessus, et puis dès qu'il y en a une qui a une idée, elle transmet aux autres. Voilà. C'est le travail en équipe, c'est quand même, je pense, indispensable quand on démarre les centres. Après, vous allez peut-être être seul dans une école à vouloir mettre en place des centres et être pris pour une folle. Mais là, je peux pas trop je peux pas trop témoigner parce que du coup, c'est vrai que j'ai une chance énorme, c'est de savoir des collègues au top, quoi. Et je vous souhaite la même chose. Franchement, c'est tout le mal que je vous souhaite que de tomber sur des collègues aussi tarés que les miennes et aussi tarés que moi. Quoique, c'est peut-être pas mon plan. Tu te lances dans la méthode heuristique l'an prochain. Si oui, comment vas-tu la gérer en demi-groupe car les séances sont longues? Oui, alors en fait, je prends la base de la méthode heuristique et puis je vais mettre la maîtresse Sorel's touch. C'est-à-dire que je vais prendre les séances et puis je vais les découper. Je vais dire, bon, bah ça, je vais le faire en calcul mental, ça, je vais le faire en travail dirigé, cette partie-là, ils vont pouvoir me la faire au centre. Et puis voilà, je vais dispatcher mon truc en fait. Pour le moment, c'est ce que j'envisage de faire. Parce qu'effectivement, les séances sont trop longues. Moi, j'ai des séances d'une demi-heure, pas des séances d'une heure. Donc, et je compte pas en fait faire un pas en arrière parce que la demi-heure de concentration suffit amplement aux élèves, même avec la manipulation, je trouve. Donc, voilà, moi, je pense que je vais faire comme ça. Je vais adapter, comme tout en fait. Parce que même PicBee que j'avais avant, j'ai fait à ma sauce. La méthode de lecture bulle, j'ai fait à ma sauce. Et c'est rare que je suis. Enfin, mes livres du maître, ils me servent en général pour avoir des idées de mots, des idées d'activités ou des choses comme ça.
mais je les suis pas à la lettre. Jamais, jamais je les suis à la lettre. Voilà. Je, je m'en inspire, mais je reste moi-même. Complètement folle. Est-ce que ton plan de travail se fait sur une semaine ou plus? Oui, c'est sur une semaine, sauf quand il y a 10 millions de jours fériés, comme au mois de mai, où là, ça dure 2 semaines. Voilà. Un élève de fin de grande section est autonome, parfois plus que les CM2 qui ont vécu du frontal traditionnel pendant 5 ans. On est bien d'accord. Là, c'est indéniable. Il y a beaucoup d'ateliers déjà prêts sur la toile via Insta. Voilà, exactement. Du coup, tu refais à chaque fois la même séance 2 fois. Alors oui et non, parce que oui, je radote. Je refais la même séance 2 fois si tu veux, sauf qu'en fait, les élèves ne sont pas les mêmes. Et en fait, ils vont pas avoir les mêmes réactions, ils vont pas comprendre de la même façon, et donc ça va être quand même 2 séances différentes, 2 demi-heures complètement différentes. Même si le fond que moi je prépare est le même, la séance sera pas pareille. C'est ça qui est cool, on s'ennuie pas. Des fois, si, on s'ennuie. Mais je préfère m'ennuyer moi plutôt que eux s'ennuient. Parce que quand eux ils s'ennuient, on le subit quoi. On le subit grave. Oui, mais avec 12 élèves, maîtresse Fossette gère les questions. Heureusement qu'elle est là. Ma petite Jolène d'amour. Moi, j'ai du mal avec la gestion du temps. Le deuxième groupe a moins de temps, mais je débute et tâtonne. J'espère y arriver comme toi. Bah après, attention, hein, moi aussi, des fois, ça déborde. Il y a un groupe qui a moins de temps que l'autre. Flexibilité aussi dans l'emploi du temps, les gars. Ok? Zen, lâchez prise, on a dit. Mais non, mais après, ça se rééquilibre à un moment parce que c'est pour ça que, en fait, le lundi, c'est le groupe A qui commence et le groupe B qui vient après. Mais le mardi, j'inverse. C'est le groupe B qui commence et le groupe A. Comme ça, ce que j'ai pas eu le temps de finir, si jamais c'est le cas, le lundi avec le groupe B, ben, je peux essayer de le finir. Et puis, du coup, si je déborde, voilà, moi je fais comme ça rééquilibre un peu. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire pour me rassurer. Elle est tellement bavarde et heureusement, je connais déjà quelques réponses. Oui, merci. Du coup, ils sont toujours en binôme, jamais seuls. Tu mets systématiquement un bon élève avec un plus en difficulté. Quand j'ai le tableau de programmation, oui, parce que c'est le début de l'année et je veux vraiment qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils comprennent que c'est pas parce que lui, il a du mal qu'il est nul, parce que c'est souvent ce qu'on entend dans la bouche des enfants. Et donc, c'est vraiment pour créer une ambiance de classe plus sympa. Mais après, ils choisissent avec qui ils se mettent. Et en fait, une fois qu'ils ont compris qu'ils étaient tous différents, qu'il y en a qui étaient bons en lecture, mais pas en maths, et l'autre à côté, ben, c'est l'inverse, ils vont pas obligatoirement avec les copains et les copines, et c'est ça qui est beau à voir en fait. C'est qu'ils vont se mettre, ah bah maîtresse, attends, je vais plutôt aller dans ce centre-là parce que regarde, elle y est et je sais que elle avait pas compris quand on a été au U avec toi. Je vais aller l'aider parce que moi j'ai compris. Oh, et puis là j'ai envie de leur dire, mais oui, mais bisous, cœur sur toi, je t'aime. Voilà. Oui. Mais avant d'en arriver à là, il y a des mois et des mois de travail. D'accord. Voilà. Je suis d'accord sur la gestion inégale du temps entre les deux groupes. Je fais passer en premier le groupe avec les élèves les plus en difficulté. Oui, voilà aussi. Quand on a des groupes homogènes, c'est aussi à ça qu'il faut penser. Moi, c'est hétérogène, donc du coup, voilà, c'est encore autre chose. Livre des centres de littératie commandé. Il faut être en rupture de stock, ça va être de ma faute, je vais me faire engueuler, arrêtez. Penses-tu que les élèves risquent d'être perturbés si la classe précédente et la classe suivante ne fonctionnent pas en centre? Non, je pense pas. Parce que ceux de l'année dernière, les miens, ils ont commencé en centre. Ils ont fini en centre, pardon. Et ensuite, il y en a qui sont allés dans une classe avec des centres. Et les autres qui sont retournés en cours ordinaire, en fait, parce que tous mes collègues ne fonctionnent pas en centre, hein. Et mes collègues se sont pas plaints qu'il y avait des soucis, les élèves non plus. Voilà. Après, au contraire, le fait de passer en ordinaire plus tard qu'au CP, moi, je trouve que ça leur est bénéfique. Parce qu'ils ont le temps d'être juste des enfants, en fait. Je, Après, je vais peut-être rentrer dans un sujet polémique, mais je trouve qu'on voit un peu trop l'école comme un business, comme une rentabilité. On a des enfants, il faut que ça soit rentable, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils recrachent plein de trucs. Et voilà, c'est un peu une. Enfin, des fois, quand je lis des articles, j'ai l'impression que l'école, c'est une entreprise et qu'il faut du rendement. Sauf que ben, on oublie un petit peu trop qu'avant d'être des élèves, ça reste des enfants, surtout au CP. Et il faut leur laisser le temps de bouger, leur laisser le temps de réfléchir, leur laisser le temps. Juste leur laisser le temps. Et